Sais-tu ce qui se passe quand un sélectionneur national franchit une ligne qu'il n'aurait jamais dû toucher, et que le joueur le plus jeune et le plus médiatique du pays décide qu'il ne va pas le laisser passer? Ce qui se passe, c'est que ce qui semblait une simple polémique devient un séisme international. Cela commence en conférence de presse et finit par frapper aux portes des plus hauts bureaux de la FIFA. Et ce que nous allons vous raconter aujourd'hui n'est ni une fuite ni une rumeur. C'est la décision la plus sévère prise contre un sélectionneur espagnol depuis des décennies, et la vraie raison pour laquelle l'Espagne n'a plus d'entraîneur à l'approche du mondial. Ce canal n'est pas enquêté par la FIFA, mais vu comment les choses évoluent, mieux vaut laisser un like, vous abonner et partager avant qu'on ne commence à exiger des explications. Tout a commencé comme commencent les grandes catastrophes, par quelque chose qui semblait petit, gérable, presque anecdotique. Une blessure mal communiquée. Une gêne qui aurait dû rester entre médecins. Un silence qui s'est mué en soupçon, et un soupçon en accusation. Mais personne n'imaginait alors que de ce détail, de ce geste mal interprété, naîtrait un conflit si vaste qu'aujourd'hui, la moitié de l'Espagne a la mâchoire par terre et l'autre moitié se demande comment diable on en est arrivé là. Car ce qui s'est passé ces dernières semaines entre Lamine Yamal et Luis de la Fuente n'est pas une simple dispute. Ce n'est pas une discussion entre joueurs et entraîneurs. Ce n'est pas une mauvaise communication. Ni un mauvais jour, ni une conférence de presse malheureuse. Ce qui se passe, c'est une guerre ouverte au cœur de la sélection espagnole. Une guerre aux conséquences gigantesques. Une guerre qui a forcé l'institution la plus puissante du football mondial, la FIFA, à intervenir. Et quand la FIFA intervient, ce n'est pas pour médier. C'est pour trancher. Ce qui est surprenant, c'est que tout ce scandale ne naît pas de ce que l'on croit. Il ne naît pas d'une mauvaise attitude du joueur. Ni de caprices. Ni d'ego. Ni parce que quelqu'un a agi sans écouter ce qui se passait vraiment. Il naît parce qu'un sélectionneur a publiquement pointé du doigt un jeune de 18 ans sans disposer de l'information complète. Il naît parce qu'il a accusé Lamine Yamal de simuler une blessure alors que, selon les documents parvenus au bureau de Zurich, il n'avait rien à signaler. C'était au club de le faire. Et ce détail fut l'étincelle qui alluma un incendie impossible à éteindre. Mais allons au moment précis où tout bascule. C'est le jour où Luis de la Fuente, convaincu d'avoir pris la bonne décision, décide d'exclure Lamine de la convocation. Pas de lui accorder du repos. Pas de le renvoyer chez lui par précaution. De l'exclure. Et ce mot « exclu » tombe sur la carrière du jeune comme une tache indélébile. Car ce n'était pas une décision médicale, c'était une sanction disciplinaire, une sentence publique, une accusation directe contre le comportement du joueur. Et pour quelqu'un qui vit sous les projecteurs du monde entier, c'est dévastateur. La réaction fut immédiate. Lamine, son père et son entourage comprirent qu'ils ne pouvaient pas laisser cette étiquette entacher le dossier d'un joueur qui commence à peine à écrire son histoire. Ce qui semblait pour certains une décision interne était pour eux une marque qui nuisait non seulement à son image, mais à son avenir. C'est pourquoi ils prirent la mesure à laquelle personne ne s'attendait, porter l'affaire devant la FIFA. Ce n'est pas un geste impulsif. On le fait quand on n'a plus confiance en la justice sportive de son propre pays pour agir avec impartialité. Peu de gens savent que la FIFA dispose de protocoles très stricts pour les joueurs de moins de 21 ans. Lamine en a 18. Et cela, aux yeux de l'organisation, en fait un joueur à protéger contre toute situation susceptible de compromettre son développement professionnel et émotionnel. La réponse ne se fit pas attendre. Un dossier fut ouvert. On demanda des documents, des rapports médicaux, des registres internes, tout ce qui pouvait clarifier qui avait commis l'erreur. Et c'est là que l'histoire prit un tournant inattendu. La FIFA découvrit que la responsabilité de signaler la blessure incombait non au joueur, mais à son club. Cette révélation tomba comme un coup près. La sanction infligée à Lamine n'était pas fondée sur des faits avérés, mais sur une conclusion hâtive. Et quand quelqu'un est puni injustement, la FIFA ne reste pas les bras croisés. Surtout s'il s'agit d'un jeune footballeur à la projection mondiale. Pendant qu'en Espagne on tentait d'apaiser la situation, à Zurich, le ton était tout autre. Pas de discours, pas de nervosité, pas d'improvisation. Des analyses cliniques, des documents, des données, des dates. Et avant que quiconque ne s'en rende compte, la décision était prise. Luis de la Fuente devait être destitué immédiatement. Pas pour des défaites, pas pour une mauvaise gestion tactique, pas pour un manque de résultats. Pour avoir pris une mesure disciplinaire sans fondement suffisant contre un joueur mineur, et parce que cette décision mettait en péril sa participation au prochain mondial. Mais le plus marquant, la décision fut unanime. Personne ne vota contre. Personne ne demanda d'attendre. Personne ne réclama plus de temps. Tous comprirent que ce qui s'était passé pouvait créer un précédent gravissime. On ne pouvait tolérer qu'un sélectionneur exclue publiquement un joueur mineur sans preuve irréfutable, en l'exposant devant tout un pays.
C'est pourquoi ils décidèrent de trancher dans le vif. La FIFA ordonna en outre la réintégration immédiate de Lamine Yamal en sélection. Elle exigea que son dossier soit blanchi, qu'il soit officiellement déclaré qu'il n'avait aucune responsabilité dans l'incident, et que l'Espagne trouve un nouveau sélectionneur. Tout en une seule résolution, tout en un seul coup, tout avec une fermeté qui prouve que ce qui s'est passé n'est pas un simple conflit, mais une crise historique. Et pendant que cette résolution cheminait discrètement vers sa publication, l'Espagne entière retenait son souffle. Car dans quelques jours, peut-être quelques heures, le pays se réveillera avec un titre que personne n'aurait imaginé lire. L'Espagne n'a plus de sélectionneur. Et tout ça pour une guerre qui n'aurait jamais dû aller si loin. La décision était prise, mais pas encore publiée. Et c'est la phase la plus dangereuse de toute crise. Quand quelques-uns connaissent la vérité, d'autres la pressentent, et le reste est sur le point d'apprendre quelque chose qui va bouleverser la structure du football espagnol. Pendant que la FIFA finalisait le document officiel de destitution de Luis de la Fuente, la Fédération espagnole de football, RFEF, entrait dans un état de nervosité inédit depuis des années. Comme si un vent glacial parcourait les couloirs, et chaque pas d'un dirigeant portait la tension de celui qui évite les regards. Tout commença par un appel. Un seul appel de Zurich. Il n'en fallut pas plus. Le secrétaire général de la fédération s'y attendait, et à cet instant, il comprit que ce qui arrivait n'était pas une simple alerte. La voix à l'autre bout du fil était directe, formelle, sèche. La FIFA avait terminé son enquête interne, vérifié les informations et rendu une résolution unanime. Le document serait envoyé par écrit dans les heures suivantes, mais le contenu était déjà clair. Et quand un organisme de cette envergure qualifie une décision des « unanimes », c'est qu'il a opté pour la mesure la plus radicale possible. Cet appel se propagea comme un incendie silencieux à l'intérieur. Personne ne cria. Personne ne s'alarma publiquement. Mais les regards, les portes fermées, les messages sur téléphone verrouillés et les réunions improvisées en disaient plus long que n'importe quel hurlement. Les dirigeants se réunirent sans en informer personne. Ils s'enfermèrent dans la grande salle, parlèrent peu et pensèrent beaucoup. Personne ne voulait être le premier à prononcer le mot « destitution », mais tous savaient qu'il figurerait dans le document de la FIFA. Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle, le staff technique de la sélection commençait à percevoir quelque chose. Un climat étrange. Comme quand on sent que quelque chose cloche, mais que personne ne vous l'a encore dit. Une assistante posait des questions sans réponse. Un préparateur physique entrait dans un bureau et en sortait le visage fermé. Un analyste, d'ordinaire blagueur, n'ouvrit pas la bouche ce jour-là. Et tous, sans le dire, jetaient des regards vers le bureau de Luis de la Fuente, qui continuait à travailler comme si de rien n'était. Mais il y avait quelque chose. La nouvelle parvint d'abord à deux personnes, le directeur sportif et le président par intérim. Tous deux savaient qu'ils devraient être ceux qui parleraient aux sélectionneurs avant toute fuite. Car en Espagne, les fuites volent plus vite que les décisions. Et la dernière chose qu'ils voulaient, c'était que Luis de la Fuente l'apprenne par un média, un tweet ou un message WhatsApp. Ils entrèrent donc dans son bureau avec ce mélange de responsabilité, de nervosité et de malaise qui n'apparaît que quand on sait qu'on va détruire professionnellement quelqu'un en quelques secondes. La conversation, selon ceux qui étaient à proximité, fut dure, sèche et brève. Pas de place pour de longues explications. On l'informa que la FIFA avait rendu une résolution et que sa continuité à la tête de la sélection espagnole était suspendue avec effet immédiat, en attendant le document formel. Luis de la Fuente prit quelques secondes pour assimiler. Il ne s'y attendait pas. Pas comme ça, pas si vite, pas si brutalement. Il demanda ce qui s'était exactement passé. La réponse fut simple. La FIFA estimait qu'il avait pris une mesure disciplinaire injustifiée contre un joueur de 18 ans et que cette décision affectait directement son avenir en compétition internationale. Cette phrase le terrassa, car il ne s'agissait pas de tactique, de résultats ou de doutes sportifs. Il s'agissait d'intégrité, de responsabilité, de ce qui pèse le plus lourd pour un entraîneur qui a consacré sa vie au football. L'idée d'avoir nui à la carrière d'un joueur qui débute à peine. Luis de la Fuente ne cria pas, ne discuta pas, ne se défendit pas. Il s'étoute. Un silence, dit-on, qui en disait long sur sa prise de conscience, même si c'était trop tard pour réparer. Pendant qu'il tentait de digérer l'information, des rumeurs commencèrent à circuler dans le vestiaire. Les capitaines furent les premiers à comprendre, non par un communiqué, mais par le bruit inimitable d'un staff technique qui s'effrite. Certains joueurs explosèrent. D'autres n'en crurent pas leurs oreilles. Les plus calmes, comme s'ils avaient vu venir la fin, sentirent tous qu'il se passait quelque chose de majeur. Quelque chose qui changerait la façon dont ils se regardaient lors des prochains rassemblements. La réaction du groupe fut un mélange explosif. Il y avait de l'inquiétude pour l'avenir immédiat.
Certains demandèrent en privé si tout était de la faute de la direction. D'autres défendirent qu'il fallait avant tout préserver l'unité. Et certains pensèrent que, peut-être, cette décision était nécessaire pour que l'équipe respire enfin sans tension. La sélection espagnole, pour la première fois depuis longtemps, était brisée de l'intérieur. Non par les résultats, mais par un conflit humain aux proportions énormes. Et pendant que tout cela se jouait en interne, loin, à la maison, Lamine Yamal recevait la nouvelle la plus marquante de sa carrière. Pas parce qu'elle le favorisait, pas parce qu'elle blanchissait son nom, mais parce qu'il comprenait que ce qui avait commencé comme une injustice à son encontre avait escaladé à un niveau qu'il n'avait jamais imaginé. Son père reçut la confirmation en premier. En lisant le message, il resta calme quelques secondes. Il ne célébra pas, ne sourit pas, ne cria pas. Il inspira profondément, comme quelqu'un qui relâche des semaines de pression contenue. Il transmit la nouvelle à Lamine avec calme, d'un ton grave. Celui des parents quand ils savent que leurs mots portent un poids immense. Et le joueur, en l'entendant, resta sans voix. Ce n'était pas le triomphe qu'il recherchait. Il ne voulait pas détruire la carrière de quiconque. Il ne voulait pas priver quelqu'un de son poste. Il voulait simplement que l'injustice soit réparée et que son nom soit lavé. Mais la FIFA était allée bien plus loin. Beaucoup plus loin. Elle avait décidé de destituer l'un des entraîneurs les plus respectés du pays, pour le protéger. Et cela, pour un gamin de 18 ans, est un fardeau difficile à porter. L'entourage le plus proche de Lamine se réjouissait que son dossier soit blanchi, que la FIFA confirme publiquement qu'il n'avait dissimulé aucune blessure et qu'il n'avait commis aucune faute disciplinaire. Mais en même temps, ils commencèrent à s'inquiéter de l'inévitable, l'opinion publique. Car en Espagne, la polémique ne s'éteint pas. Elle se transforme. Et ils savaient que certains accuseraient Lamine d'être à l'origine de la destitution. Même si ce n'était ni juste ni vrai. Même si tout reposait sur une décision erronée du sélectionneur. Parallèlement, dans les bureaux de la fédération, la deuxième phase du chaos débutait. Trouver un remplaçant contre la montre. Et pas n'importe quel remplaçant. Quelqu'un capable d'entrer dans une équipe divisée, dans un pays divisé, dans une situation où chaque mot serait scruté au microscope. Les téléphones se mirent à sonner. Des noms expérimentés, des noms jeunes, des noms déjà évoqués par le passé, et d'autres qu'on n'aurait jamais imaginés à ce poste. Le profil était clair. Quelqu'un de solide, de stable, sans casserole liée au passé récent. Les premières réunions secrètes eurent lieu. Certains entraîneurs dirent non. D'autres demandèrent du temps. D'autres se montrèrent intéressés, mais avec des conditions intenables. Et pendant que ces négociations mijotaient dans l'ombre, on commença à parler du cas. Sur les réseaux sociaux, dans les conversations privées, dans les couloirs des clubs de première division, tout le monde voulait savoir qui serait le nouveau sélectionneur et ce qui arriverait à Lamine lors de son retour en sélection. La résolution de la FIFA n'était pas encore publiée. Personne n'avait vu le document officiel, ni la signature, ni le cachet numérique. Pas de communiqué en ligne, pas de conférence de presse, pas de porte-parole pour annoncer quoi que ce soit. Mais à l'intérieur, dans les arcanes du football espagnol, personne ne dormait tranquille. Et ce qui est ironique, c'est que même si la bombe n'a pas encore explosé à l'extérieur, ces ondes de choc ébranlent déjà les fondations. Car ce qui vient maintenant, ce n'est pas seulement trouver un nouveau sélectionneur. C'est reconstruire une structure qui vient d'être vidée, ébranlée, et qui regarde vers un avenir plein d'interrogations. Et la première, la plus grande, celle qui effraie le plus, est simple. Qui osera s'asseoir sur ce banc en ce moment? La fédération sait qu'elle n'a aucune marge d'erreur. Pas après ce qui s'est passé. Pas après que la FIFA a dû intervenir. Pas après qu'un joueur de 18 ans a été contraint de déclencher l'ensemble des protocoles de protection des footballeurs. Le prochain sélectionneur ne pourra pas être un pansement, une solution improvisée, quelqu'un qui arrive pour voir ce qui se passe. Il devra être quelqu'un qui apaise, qui rassemble, qui redonne confiance à un groupe blessé. Curieusement, ce qui préoccupe le plus les dirigeants de la fédération n'est pas la réaction publique quand tout sera officiel. Ça viendra, il y aura du bruit, mais on saura gérer. Ce qui les inquiète vraiment, c'est le prochain rassemblement. Ce jour où les joueurs se retrouveront, se regarderont dans les yeux et sentiront l'écho de tout ce qui s'est passé, sans qu'un mot n'ait été prononcé publiquement. Car le football a une mémoire silencieuse, mais redoutablement efficace. Tout est noté, même si personne ne le dit. Il y aura des joueurs qui arriveront avec l'envie de tourner la page. D'autres avec le sentiment qu'une stabilité a été perdue. Les plus jeunes avec des doutes. Et les vétérans, bien sûr, seront les gardiens de l'équilibre. Mais même eux sauront que, malgré leurs efforts pour garder bonne figure, ce qui vient de se produire est un avant et un après. Pas seulement parce qu'on change de sélectionneur. Parce que cela modifie la hiérarchie émotionnelle du groupe. La façon dont on prend les décisions.
la perception de qui détient réellement le pouvoir en sélection. Et au milieu de tout cela surgit le nom inévitable, Lamine Yamal. Son retour sera le moment le plus scruté du rassemblement. Pas parce qu'il fera quoi que ce soit. Pas parce qu'il arrivera avec des airs de supériorité. Pas parce qu'il voudra être le centre de l'attention. Mais parce que sa simple présence sera un rappel constant de ce qui s'est passé. Et cela générera des regards, des silences, des conversations courtes, des gestes tendus. Pas à cause de lui, mais à cause de l'ampleur du dossier. Il y aura des coéquipiers qui l'accueilleront avec affection, conscients des semaines compliquées qu'il a traversées. D'autres qui diront simplement « tout va bien » et reprendront leur routine. Et inévitablement, certains qui resteront au milieu, ne sachant comment gérer la situation. Mais l'ambiance ne sera pas normale. Ce n'est pas possible. Pas après que la FIFA a dû intervenir dans un conflit interne entre entraîneurs et joueurs. Pas après qu'il a été établi qu'il y avait eu un traitement injuste à son égard. Pas après que les projecteurs du monde entier sont braqués sur ce qu'il fera désormais. C'est pourquoi le nouveau sélectionneur devra comprendre dès la première minute que sa plus grande mission ne sera pas tactique. Elle sera émotionnelle. Psychologique. Humane. Il devra savoir lire les gestes dans le vestiaire, anticiper les silences gênants, éviter les remarques qui pourraient rouvrir de vieilles blessures. Il devra construire un environnement protecteur, mais sans favoritisme. De confiance, mais sans infantiliser. D'union, mais sans forcer ce qui reste enfoui. Et puis il y a la partie que personne ne veut mentionner, mais que tous savent exister, le leadership interne. Qui va diriger la sélection maintenant? Qui mettra de l'ordre quand la tension montera? Qui élèvera la voix si l'ambiance s'enflamme? Car quand un sélectionneur tombe au milieu d'un incendie, les joueurs laissent un vide d'autorité que quelqu'un doit combler jusqu'à l'arrivée du nouveau. Et ce vide, dans un vestiaire rempli de fortes personnalités, peut être dangereux. 3 joueurs pourraient endosser ce rôle. 3 non connus, vétérans de la sélection, avec assez d'expérience pour savoir quand le bateau dérive. Ils seront essentiels pour maintenir le calme, pour éviter que ce qui s'est passé ne devienne un fantôme qui hante chaque entraînement. Pour que la tension ne se transforme pas en fracture. Car le talent gagne des matchs, oui. Mais la cohésion gagne des tournois. Et cette sélection a plus que jamais besoin de cohésion. Mais pour parler de l'avenir de la sélection, il faut aussi parler des candidats au banc. Et là, la fédération est face à un choix difficile. Pas de temps pour des projets à long terme. Pas de temps pour des révolutions tactiques. Aucune marge pour des expériences. Il faut quelqu'un qui connaisse les joueurs, qui comprenne le rythme d'un grand tournoi et qui puisse prendre des décisions sans craindre la pression médiatique. Le premier nom qui a circulé est celui d'un technicien espagnol à l'expérience internationale reconnue. Quelqu'un de respecté, même à l'étranger. Ce serait un choix solide, serein, capable d'entrer sans créer de polémique. Mais sa disponibilité dépend de la rapidité des accords. Et cela complique tout. Le deuxième nom est plus surprenant. Un entraîneur qui a dirigé l'élite il n'y a pas si longtemps. Calme, intelligent, réputé pour sa psychologie de vestiaire. Il n'est pas le favori de tous, mais il pourrait être exactement ce dont cette sélection a besoin. Un gestionnaire émotionnel avant un révolutionnaire tactique. Et puis il y a le candidat que personne n'attendait, mais qui pourrait tout changer. Un entraîneur jeune, ambitieux, qui sort de saisons impeccables avec un grand club. Son arrivée serait un coup d'éclat, modernité, vent frais, audace, mais aussi risque. Et en ce moment, la fédération ne veut pas de risque. Elle veut stabilité, contrôle, tourner la page sans tout incendier. Pendant qu'ils analysent les options, vérifient les disponibilités, négocient discrètement clauses et calendriers, le temps file. Car la sélection est plus proche qu'il n'y paraît. Et le nouveau sélectionneur n'aura que quelques jours pour préparer un rassemblement qui pourrait être émotionnellement explosif. Et c'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. Car même si la FIFA n'a rien publié, même si le communiqué est encore en suspens, même si personne n'a vu le document final, l'effet est déjà totalement réel. Les joueurs le ressentent. La fédération l'assume. Les clubs le pressentent. Et ceux qui connaissent bien le fonctionnement du football savent qu'une tempête n'a pas besoin d'être visible pour causer des dégâts. La sélection espagnole entre désormais dans une phase de transition qui sera rappelée pendant des années. Non pour un résultat, non pour un match, mais pour un conflit humain qui a forcé la FIFA à intervenir. Et pour un garçon de 18 ans qui, sans le vouloir, a provoqué le plus grand bouleversement institutionnel du football espagnol depuis longtemps. Ce qui vient, c'est un nouveau sélectionneur, un vestiaire aux blessures à refermer, un joueur réintégré sous une pression médiatique brutale, et une fédération contrainte de se reconstruire dans le silence. Même si le bruit est déjà inévitable. La décision n'est pas encore publiée, mais son poids est déjà là. Et quand tout sera révélé,
la sélection espagnole sera différente. Pour le meilleur ou pour le pire.